Je suppose que vous m'entendez. Je vais laisser 1 ou 2 minutes pour les personnes qui sont inscrites, qui n'apparaissent pas encore sur l'écran. Allô, bonjour. 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 Donc, Edwige Porchard d'Enerplan. Donc, on va démarrer le webinaire. On est à peu près tous au complet. Donc, je vous remercie de vous être inscrit pour participer à cette présentation, cette information sur les nouvelles sur le solaire thermique et les réponses Sokol aux idées reçues les plus souvent rencontrées. Donc je vais vous tout d'abord parcourir un petit peu les éléments et puis je couperai vos micros pendant ce temps-là et ensuite à la fin de la présentation, on pourra échanger si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Donc je vais couper les micros. Donc, je vais commencer par vous parler rapidement du contexte. Donc, Enerplan, nous sommes donc le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Depuis 1983, nous représentons la filière solaire à la fois des petites, des moyennes, des grandes entreprises et dans tous les, surtout toute la chaîne de valeur du solaire. Et donc, ça comprend à la fois des institutionnels, évidemment, et des personnes de terrain, donc des bureaux d'études, des installateurs, des exploitants, des maîtres d'ouvrage, etc. Donc, aujourd'hui, nous avons évidemment toujours nos deux grandes représentations d'énergie solaire, avec le photovoltaïque et le solaire thermique. À chaque fois, dans ces deux applications du solaire, nous mobilisons pour défendre les intérêts de nos adhérents et de la filière en général, et nous avons une mission d'animation évidemment aussi de la filière. Dans le cadre de cette animation, on a l'initiative Sokol qui est dédiée au solaire thermique collectif. Donc Sokol est une initiative qui est gérée, animée complètement par le syndicat Enerplan. Cette initiative Sokol, donc, elle est destinée depuis 2009 à développer et à fiabiliser la filière. On a évidemment depuis 2009 le soutien de l'ADEME par rapport à cette initiative et depuis 2013 GRDF est associé aussi à ces actions. Aujourd'hui, Sokol, c'est près de 2500 membres. Ces membres sont connectés à nos services et à notre newsletter de manière complètement gratuite. Et sans être membre, évidemment, on peut aussi se connecter au site Sokol et bénéficier de l'accès à tous les outils. Tout ça est entièrement gratuit. Donc la plateforme, elle est travaillée, elle est animée, elle est coordonnée avec Enerplan au niveau d'un groupe de travail qui représente à la fois des professionnels experts du solaire thermique, des techniciens, des ingénieurs, des personnes de terrain, et puis des maîtres d'ouvrage, donc qui souhaitent se lancer dans des projets solaires thermiques. Le but à l'origine, c'était déjà de diffuser les bonnes pratiques, ce qu'on continue à faire, et c'est devenu de plus en plus la possibilité d'offrir sur ce site internet et par rapport aussi aux actions qu'on mène, l'accès à tous les outils pour pouvoir mener un projet de manière relativement aisée et en bénéficiant d'un accompagnement avec des fiches techniques ou pédagogiques appropriées. Depuis 2015, on travaille avec l'ADEME sur un plan de filière triennal, donc qui se termine fin 2017,
qui s'axe sur 3 grandes actions. Au niveau technique, on continue ce groupe de travail engagé dès 2009 qui consiste à travailler justement sur cette montée en compétence des acteurs avec des outils, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, et aussi de travailler avec les acteurs des qualifications et des formations pour s'assurer que ces outils-là sont bien communiqués aux professionnels qui se forment au solaire thermique. D'un point de vue communication, c'est faire connaître toutes ces actions, les outils qu'on met à disposition gratuitement à tout le monde, et aussi justement communiquer, et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui aussi sur les montées en compétences, les fiabilisations, tout ce qui peut se passer dans la filière qui n'est pas toujours apparent et qui permet de redonner confiance aux personnes, aux acteurs de la filière. Et tout ça, évidemment, dans le but de développer le solaire thermique collectif. Donc, sur le plan régional, on travaille, comme aujourd'hui, avec les DR-ADEME. Ça permet de proposer des actions qui sont plus ciblées et d'accompagner sur le solaire thermique les projets des DR-ADEME lorsqu'ils souhaitent aller un petit peu plus en détail sur de la communication des outils Socol par rapport au réseau régional. Donc le but, c'est évidemment d'encourager aussi les maîtres d'ouvrage à se lancer dans des projets. Donc comme je le disais, c'est très important. C'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout ce dont je vais vous parler, ça sera évidemment, ça se retrouvera sur le site Socol. Donc vous tapez Socol ou que vous tapiez solairecollectif.fr. Vous atterrissez sur ce site et vous avez toutes les informations à la fois au niveau national, au niveau aussi des régions. On a des cartes régionales et les actualités. Et vous pouvez nous contacter évidemment aussi si vous avez des questions particulières. Donc par rapport à l'action Socol, notamment lorsqu'on on a mené aussi des actions en région de manière un peu plus proche du terrain et puis aussi au niveau national lorsqu'on a des actions de conférences ou de salons, on a rencontré très souvent des questions ou un petit peu des oppositions ou des craintes qui nous ont été un petit peu opposées à chaque fois en fonction de ce qu'on pouvait expliquer sur les actions au niveau du solaire thermique. Et on a voulu construire cette présentation, ce webinaire aujourd'hui, pour expliquer comment on peut dépasser ces idées reçues. Donc, les idées reçues, c'est à la fois des concepts qui peuvent ne plus être d'actualité. Par exemple, ce qui était vrai, des difficultés rencontrées il y a quelques années, aujourd'hui, on a de quoi les surmonter. La filière s'est donné les moyens d'arriver à la fois au niveau technologie, au niveau pédagogie, au niveau formation, etc., à améliorer certaines difficultés. Et puis, c'est également des évolutions qui se font au niveau réglementaire, au niveau du marché de la filière en général. Donc, ces 10 idées reçues, on a souhaité y apporter des réponses. Je vais vous en parler. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de cette présentation, vous aurez la possibilité de donner vos remarques, de poser des questions, de me dire s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez rajouter des commentaires. Donc la première chose qu'on nous fait souvent remarquer, c'est de dire mais oui, mais vous êtes dans le sud, ça fonctionne, mais nous, on est à Dunkerque, ou ce genre de remarques. Donc évidemment, on va avoir des nuances entre les régions, les performances ne sont pas les mêmes. On a voulu, sur cette diapo ici, résumer en quelque sorte quelques exemples. Donc, pour montrer, bon, là on a pris l'exemple de Paris, de Marseille et de Marrakech. Donc, oui, les kilowattheures au mètre carré, ils sont différents, mais quand on regarde la performance globale, c'est quand même, ça reste élevé. Et il faut là aussi bien préciser que ces calories, elles sont stockées. Donc, tout ce qui est stocké dans la journée, ces kilowattheures ne partent pas
ne partent pas, on s'en sert sur la durée par rapport aux heures qui vont suivre le stockage. Ensuite, lorsqu'on va regarder finalement en lissant sur l'année, de regarder les 9 mois pendant lesquels le solaire est le plus performant, finalement, quand on regarde entre Paris et Marseille, on n'a pas des différences qui permettent de justifier que ça marche à Paris et que ça marche à Marseille et que ça marche pas à Paris, par exemple. Donc évidemment, on aura un peu plus de calories sur l'année, mais on reste sur des performances qui sont tout à fait honorables, d'autant plus qu'aujourd'hui, compte tenu du recul qu'on a, de l'expérience sur la technologie, dont certaines installations existent depuis plus de 40 ans, et des suivis qui ont été associés aux installations aujourd'hui qui fonctionnent toujours, on sait très bien, on connaît très bien les performances. Et donc, par rapport à ça, on sait que 70 à 80% du rayonnement, il va être utilisé en solaire thermique. On n'est pas sur des systèmes photovoltaïques où là, le rayonnement solaire ne va pas forcément être utilisé de la même manière et sur lequel on n'a pas de stockage. Donc, l'utilisation est complètement différente et on sait qu'il persiste encore dans l'esprit de beaucoup de maîtres d'ouvrage parfois des confusions entre les deux technologies. Donc là aussi, on essaie de le rappeler et de donner aux prescripteurs aussi les éléments pour leur permettre de rappeler cela éventuellement aussi aux maîtres d'ouvrage. La question des surchauffes, ça c'est une question qui a fait énormément de tort au solaire thermique. Alors évidemment, on a eu des cas où des installations ont été malheureusement en situation de surchauffe. Aujourd'hui, on sait très bien pourquoi ces phénomènes se sont passés. On a identifié les causes. Très souvent, c'est un mauvais dimensionnement parce qu'on n'avait pas effectué de mesures dans certains cas parce qu'on ne pouvait pas les faire et donc on a utilisé des ratios qui n'étaient pas forcément les bons. Et dans d'autres cas, c'est dû à une mauvaise utilisation des logiciels, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un logiciel de dimensionnement pour le solaire thermique, on a utilisé un logiciel de calcul réglementaire. Donc le surdimensionnement, évidemment, c'est pas une bonne chose, et ça peut également être une mauvaise appréhension par rapport à une application particulière dans laquelle on a mal évalué la saisonnalité et on va avoir des périodes sans aucune utilisation de l'eau chaude sanitaire qui va évidemment mener à des problèmes aussi de surchauffe. Donc ça, aujourd'hui, on le connaît bien. On a avec Sokol aussi beaucoup travaillé pour proposer une fiche de ratio de dimensionnement adaptée au solaire thermique. Cette fiche, elle se base sur des retours de mesures et donc on a édité des ratios conservateurs qui permettent lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire une campagne de mesure, d'utiliser des chiffres qui vont garantir on va pouvoir partir sur des quantités de besoins qui vont éviter un surdimensionnement. D'autre part, on a aussi une évolution technique qui permet, lorsqu'on va par exemple se lancer dans un projet sur lequel on sait qu'il peut y avoir des périodes pendant lesquelles il peut y avoir une baisse de puisage, par exemple en été, mais qu'on considère que malgré tout le projet solaire thermique est quand même éligible, parce qu'on a quand même des raisons de penser qu'il va être performant et rentable. On a aussi des solutions techniques pour permettre de pallier les problèmes qui peuvent être liés à ces périodes. Donc ça veut dire par exemple la technologie auto-vidangeable. Donc là aussi on retrouve toute une fiche et des éléments sur le site Sokol sur cette technologie de l'auto-vidangeable, à la fois dans la schémathèque et sur une fiche technique séparée. Et puis, on a depuis 2-3 ans aussi les capteurs solaires spécifiques qui ont été développés. Aujourd'hui, c'est un fabricant particulier, mais qui est adapté à ce type de configuration avec un système au niveau
l'absorption, du capteur en fait, qui permet de limiter la montée en température, en fait, la performance du capteur dès qu'on atteint un niveau de température élevé. Donc ces systèmes-là, ils existent et on a aussi des travaux qui sont en cours puisque beaucoup de bureaux d'études ont mis en place aussi des systèmes avec de l'optimisation de la boucle d'eau chaude sanitaire. Et donc, on a depuis 2 ans un schéma Sokol qui est dans la partie new de la schémathèque, qui s'y réfère. Et aujourd'hui, on souhaite étudier d'un peu plus près cette possibilité pour voir comment on peut l'utiliser tout en évitant évidemment de tomber sur des problèmes de contre-référence pour ne pas à nouveau se confronter à des problèmes qui aujourd'hui malheureusement sont un peu ternis l'image du solaire thermique. Donc ça, vous le retrouverez très prochainement aussi sur le site Sokol. La question de la place, donc ça on a juste voulu donner quelques petits ratios. Ça je pense que vous les connaissez, donc c'est plus pour vous donner éventuellement des idées, des supports et des idées reçues qu'on donne par rapport aussi aux communications qu'on fait auprès des maîtres d'ouvrage. Donc de rappeler que si on se base sur Paris par exemple, sur une toiture inclinée, on est à 20 à 25 mètres carrés pour un logement entre 15 à 20 logements. Et puis sur la terrasse, on est à peu près au double, donc une emprise un peu plus importante. Et je rappelle que sur le site Sokol, on a aussi un guide d'intégration architecturale qui peut vous aider par rapport à des projets. On a un bon retour sur ce guide. Voilà, donc je vous signale qu'il est disponible. En ce qui concerne le stockage, entre le sud et le nord, on est entre 40 et 50 litres par mètre carré, donc à peu près 1000 litres pour 15 logements. Donc là aussi, des solutions adaptées, même en rénovation, avec des fabricants aussi qui ont quand même une gamme très, très étendue de ballons de stockage pour s'adapter aux configurations des chaufferies existantes. La maintenance, alors ça, c'est aujourd'hui la grande question parce que on se rend compte que les travaux qui ont été menés avec la filière pour monter en compétences avec une fiabilisation, donc comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport à la conception avec les schémas Sokol qui sont à disposition et qui ont été repris par l'ADEME pour le fond chaleur, qui sont des schémas solides et simples sur lesquels vous pouvez vous appuyer, les ratios de dimensionnement dont je parlais tout à l'heure, aussi tous les outils qui ont été mis en libre accès pour aider des démarches de commissionnement ou plus simplement d'accompagner une démarche de mise en service dynamique, donc pour documenter la période de mise en service de manière beaucoup plus simple. Et puis tous les outils qui sont là pour vous aider sur les technologies de l'auto-vidangeable, sur le dimensionnement du vase d'extension. Enfin voilà, sur le site il y a énormément d'outils. Donc on a pas mal travaillé avec la filière pour ça. Et aujourd'hui, ce qui est toujours en cours, c'est des travaux avec les exploitants, puisque les exploitants finalement sont le dernier maillon qui sont encore un petit peu en marge par rapport au solaire thermique, puisque on est en train de travailler avec notamment la FEDEN et les entreprises, les organismes de formation et de qualification par rapport à la formation. On se rend compte que il y a un souci de formation par rapport notamment aux grands exploitants et également de prise en main des installations qui font que souvent la maintenance, elle est surdimensionnée. L'offre de maintenance, en fait, qui est fournie par les exploitants est surdimensionnée par rapport aux besoins de l'installation. Donc, l'étape de mise en service dynamique, on l'a aussi conçue pour que ça réponde à une grande partie des problèmes, puisque
un des critères qui nous était un petit peu brandi par les exploitants, c'était de dire ah bah oui, mais nous, quand on arrive dans la chaufferie, l'installation solaire, on ne comprend pas comment elle fonctionne, on n'a pas les schémas, on ne sait pas comment elle a été mise en service, etc. Donc ça, avec la mise en service documentée, ça n'existera plus. L'exploitant, s'il prend en main une exploitation qui sait qu'elle a été bien conçue, bien dimensionnée, que la mise en service dynamique est documentée, il n'a pas de raison de dire qu'il prend en main une installation qu'il ne connaît pas. Donc, on sait très bien que des installations dans lesquelles l'exploitant a été impliqué relativement tôt, qu'il connaît l'installation et qu'il a tous les documents en main et que le suivi a été mis en œuvre. Donc, au moment de la mise en service, en général, on a des situations dans lesquelles la maintenance, finalement, elle se fait de manière curative puisque l'installation solaire, si elle est conçue convenablement, elle est relativement simple. Et par rapport à ça, on a des installations qui sont beaucoup moins onéreuses au niveau de la maintenance. En fait, l'exploitant est alerté lorsque il y a un défaut qui est constaté avec le suivi et il intervient à ce moment-là. Et dans certains cas, aujourd'hui, on sait qu'on peut même intervenir à distance avec des régulations intelligentes qui permettent de résoudre certains problèmes à distance. Donc tout ça, ça permet de réduire le coût de la maintenance. Et donc, il faut absolument que nous, en fait, nous aussi, hein, en tant que filière, on puisse travailler avec les exploitants et pour qu'ils en aient conscience. Et c'est ce qu'on fait. L'ADEME, là-dessus, a beaucoup œuvré depuis quelques mois aussi pour mobiliser les exploitants. Et donc, on a bon espoir dans les mois qui arrivent, d'arriver à quelque chose de beaucoup plus homogène avec eux, pour répondre finalement à cette opposition qui nous est encore donnée par rapport à cette réticence qu'on peut avoir. Donc la question des logiciels de calcul, donc ça, on a beaucoup de recul aujourd'hui. On sait que les suivis qui ont été opérés par rapport à des études de faisabilité qui avaient été faites, finalement, les logiciels de calcul sont très fiables. Donc, ce que vous allez pouvoir prévoir dans vos études, on a beaucoup de recul. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi à diffuser comme information parce que ça, c'est un moyen aussi de redonner confiance aux maîtres d'ouvrage et aussi je pense que parfois on n'a pas assez dit que le solaire, alors là le solaire en général, que ce soit le photovoltaïque ou le thermique, finalement on est la seule filière qui nous mettant dans une situation où on va pouvoir en temps réel montrer ce qu'on produit, énergie en temps réel. Donc ça c'est quelque chose, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas de dire lorsqu'on a un client en face de nous. Parce que ça nous a parfois desservi puisque ça parfois révèle des choses qui n'étaient pas flagrantes, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage dans certains cas a réalisé qu'il y avait énormément de pertes au niveau de la bourse qui n'a absolument rien à voir avec le solaire et donc il ne le voit pas forcément quand c'est du bois alors que la perte de bouclage elle est toujours là. Donc voilà, ce genre de choses, c'est quand même important à avoir à l'esprit. La RT 2012, vous avez sans doute, en tant que bureau d'études, entre la précédente réglementation et la RT 2012, constaté finalement qu'il y avait beaucoup moins de projets qui se faisaient avec le solaire thermique. Et une des raisons principales, c'est évidemment que les exigences étaient moins importantes. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte dès 2013 qu'il y avait des problèmes en fait de valorisation par rapport aux paramètres par défaut, c'est-à-dire les valeurs par défaut qui avaient été choisies dans le moteur de calcul par le CSTB ne reflétaient pas la réalité technique du terrain. Donc notamment sur des régulations sur température, la valeur du delta T qui avait été choisie ne correspondait pas à la manière dont fonctionnaient les régulations. Et donc, il nous a fallu 3 ans en fait pour arriver à bout
d'avoir milité entre guillemets auprès de la DHUP, d'avoir faire du coup des études et d'avoir aussi mené des enquêtes auprès de la filière pour voir justement quel était le véritable delta T utilisé par rapport à ces sondes-là au niveau des fabricants. Et donc, on a pu obtenir aujourd'hui de faire revoir le moteur de calcul. Donc, les résultats que vous avez pu obtenir en faisant tourner le moteur de calcul et le solaire thermique jusqu'à début 2017 ne sont pas les mêmes que ceux que vous obtenez aujourd'hui, et on obtient beaucoup plus de points finalement CEP aujourd'hui avec une même configuration, une même surface de capteurs et de quantité de stockage, tout simplement parce que le moteur de calcul a été révisé, et donc les logiciels de calcul, donc les logiciels avec lesquels on a travaillé les éditeurs de Perenou et BBS Lama, donc Nawin, ont depuis le début de l'année révisé. Donc les mises à jour que vous avez reçues, elles tiennent compte de ce changement. Parallèlement à ça, on a également réalisé des études. Donc le CRIGEN a travaillé sur la possibilité d'utiliser plusieurs types d'énergie, que ce soit des énergies renouvelables ou pas, pour produire de l'eau chaude sanitaire dans l'optique d'aller au-delà des exigences de la RT 2012 et dans l'optique notamment de la RT 2012 moins 20% pour bénéficier entre autres du bonus de constructibilité. Et on se rend compte que la seule énergie qui permette d'arriver à la performance RT 2012 moins 20% partout en France sans toucher au bâti, c'est le solaire thermique. Donc, pour faire ça, on a pris 2 types de bâtiments, R+2, R+4. On a pris 3 zones, donc là j'ai schématisé sud, centre, nord, sur les 3 zones RT. Et on a regardé plusieurs types de solutions, donc gaz individuel collectif, le siège solaire, thermodynamique, effet Joule, bois, réseau de chaleur, etc. Et donc par rapport à ça, pour chaque région et pour chaque type de bâtiment, il y a des simulations qui ont été faites avec le moteur de calcul de l'ART et en essayant d'atteindre ce fameux 20% de mieux. Et par rapport à ça, donc on s'est rendu compte que partout en France, eh bien, le solaire thermique permettait d'atteindre cette performance sans avoir à augmenter la performance du bâti. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde au-delà de l'RT 2012, où on est déjà un bâti optimisé, le coût du bâti, de l'isolation, si on doit aller au-delà, finalement, c'est en termes d'investissement en euros, c'est beaucoup plus important pour atteindre le même résultat que tout simplement le fait d'optimiser la partie eau chaude sanitaire. Et donc, en moyenne, on va atteindre 18 points de CEP en rajoutant de l'eau chaude solaire. Donc ça, c'est les résultats d'une étude qui vont être bientôt également disponibles sur le site Socol. Et donc, vous pourrez retrouver les détails de cette étude. Mais voilà, d'ores et déjà, voici quelques résultats qui ont été trouvés. Et donc, une autre étude qui a été menée aussi, parallèlement à ça, qui a été menée par un cabinet indépendant et ICAR, qui a regardé le coût des installations donc par rapport au solaire thermique et avec une simulation sur les prochaines années en fonction de l'évolution possible des réglementations, des prix des énergies, etc. Donc on regarde que beaucoup s'est passé au niveau du prix du matériel. C'est aujourd'hui moins de la moitié du coût total d'une installation solaire thermique. La pose, ça demeure un poste important, notamment pour les petits systèmes. Et évidemment, lorsqu'on va sur des grandes installations, on atteint des prix au mètre carré qui sont beaucoup plus faibles. Ce qu'on a évidemment aussi compris, c'est que si le marché se développe et que les volumes augmentent, évidemment, le coût de la pose va diminuer. Donc, c'est un petit peu la poule et l'œuf. Mais donc, les clés, finalement, de la baisse des coûts, c'est le volume. Et le volume, ça veut dire
quels sont les critères pour relancer les projets dans le neuf et la rénovation. Donc ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et donc, ce qu'on a voulu regarder aussi sur cette étude, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les prix au mètre carré, mais regarder les prix au kilowattheure. Le problème du prix au mètre carré, c'est que souvent on compare, par exemple, on va dire le prix au mètre carré de thermique et le prix au mètre carré de photovoltaïque. Ce qu'on oublie, c'est que dans le prix au mètre carré du thermique, on a aussi le stockage qui est compris. Donc, comme je disais en début de présentation, les kilowattheures qui sont directement disponibles et qui sont disponibles sur la durée, même lorsqu'il n'y a plus de soleil. Donc, c'est pas uniquement du capteur. Et ça, dans l'esprit des gens, malheureusement, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas toujours clair. Donc, on s'est concentré sur le kilowattheure parce qu'on s'est dit que c'était quand même parlant. Donc, on a quand même repris évidemment les coûts au mètre carré. Donc là, on passe, comme je le disais tout à l'heure, pour une installation d'environ 50 mètres carrés à 900 et évidemment pour une installation plus grande, du double, on est à 700. Donc là, les différences au mètre carré sont quand même assez importantes. Et ensuite, lorsqu'on regarde au niveau des kilowattheures qui vont être économisés, donc toujours pour cette étude du CRIGEN qui a été faite, si on compare dans chaque région, ce que ça va représenter par rapport à la consommation de chauffage. Donc on s'est un petit peu, entre guillemets, amusé à faire ce comparatif. Si on est dans le sud, avec ce qu'on aura économisé en eau, en fait, ça va permettre de compenser, évidemment de manière indirecte, mais de compenser en euros, finalement, plus que ce qu'on va avoir dépensé en chauffage. Dans le centre, c'est à peu près la moitié et dans le nord, c'est à peu près un tiers. Ça, c'est quand même un élément qui est peut-être pas assez utilisé, notamment lorsqu'on est en face d'un bailleur social, parce que quand on voit notamment la question de la précarité énergétique, donc voilà, c'est un élément qui permet aussi de regarder le solaire thermique sous un angle un petit peu différent. Donc, en revenant sur le coût lui-même, donc quand on regarde le prix du kilowattheure, l'étude qui a été faite nous donne un coût de à peu près 13 centimes, un peu moins, de 13 centimes le kilowattheure. Si on regarde le coût sur 20 ans, donc on va intégrer évidemment là-dessus tout ce qui va être imputé à l'installation sur les 20 ans, avec la maintenance, etc. Donc ça, c'est toujours pour 50 mètres carrés. Et donc, par contre, au niveau de la baisse des coûts, effectivement, on n'est pas sur des baisses des coûts attendues très importantes. Et c'est parce qu'on ne maîtrise pas les facteurs de croissance. Par rapport donc à l'autre approche qui regarde également sur 20 ans, mais cette fois-ci sur cette fameuse étude RT 2012 moins 20%, toujours donc sur le coût global sur 20 ans. Là, on a regardé en euros, toujours dans l'optique de se pencher sur la RT 2012 moins 20%. Et donc, dans ce cas-là, on se rend compte que le solaire thermique sur 20 ans, c'est ce qui va être l'investissement le plus rentable. Donc, là, on va faire un petit peu la synthèse des deux. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder le prix au kilowattheure à l'investissement sur des petites et grandes installations, enfin des petites et moyennes et grandes installations. Et donc finalement, par rapport au kilowattheure annuel produit, donc cette fois-ci, on va regarder ce qu'on va produire chaque année grâce au solaire thermique. Le coût d'investissement sur une installation entre 25 et 50 mètres carrés, il est inférieur à 1,50 € et on va être carrément inférieur à 1 € quand on va dépasser les 100 mètres carrés. Et là, encore une fois, on a le stockage qui est inclus. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est un nouvel angle de regard par rapport au solaire thermique sur lequel on n'avait peut-être pas forcément communiqué jusqu'à présent. Et donc de regarder combien ça coûte au kilowattheure et non plus au mètre carré, puisque ça résume pas forcément tout ce qui est restitué dans l'esprit des gens. La durabilité, donc comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une expérience depuis plus de 40 ans. Non seulement c'est durable, les capteurs, les ballons, donc ça aussi, le coût du changement de ballon, il a été pris en considération dans les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc évidemment, un ballon ne dure pas 40 ans, sauf si c'est de l'eau technique. Pour un stockage en eau chaude sanitaire, on est plus sur 15 ans.
entre 15 et 20 ans. Globalement, en moyenne, je crois on a trouvé 18 ans par rapport au sondage qu'on a pu faire. Donc, par rapport aux nouvelles réglementations aussi, aux expérimentations, etc., on sait que tout ce qui est empreinte carbone, ça va devenir très important. Et donc là, on sait qu'une installation solaire thermique, c'est complètement recyclable, il n'y a rien de polluant. C'est vraiment simplissime et avec des matériaux, que ce soit du cuivre ou de l'aluminium ou du verre. Donc le fluide caloporteur complètement dénué de tout problème sur l'environnement, contrairement à ce qui peut se passer au niveau des fluides frigo dans les packs, etc. Donc voilà, on est quand même sur un produit qui est très bon pour l'environnement, à la fois au niveau de son empreinte dans la partie conception, dans le sens aussi où on a la chance quand même en France d'avoir encore des fabricants et donc on va pas avoir le transport pour faire venir les capteurs de l'autre côté de la planète, la durabilité et l'empreinte carbone, et bien entendu et bien une fois qu'on a pris en compte le coût carbone pour fabriquer, pour amener sur place et au niveau du recyclage, mais qui est quand même très faible, et bien au niveau de la production, bien entendu, le soleil n'émet pas de problème au niveau du carbone. Donc voilà, il y a une distinction qui se fait par rapport à d'autres énergies. Donc, pourquoi aujourd'hui, dernière idée reçue et qui reste en partie vraie, c'est pas intéressant pour les maîtres d'ouvrage. Alors, on a les deux aspects, le neuf et la rénovation. Les raisons sont pas les mêmes. Au niveau du neuf, comme je le disais tout à l'heure, les exigences de l'RT 2012 font que finalement, et ça c'est pas propre au solaire thermique seul, ça, on a vu quand même au niveau des énergies, de la chaleur renouvelable en particulier, que la RT 2012, elle n'était pas forcément très propice donc on a beaucoup de bâtiments qui se font RT 2012 avec un bâti optimisé et une solution gaz. Donc on milite aujourd'hui, nous, évidemment, pour que cette réglementation elle soit telle qu'elle devrait être dans un premier temps, puisqu'on a toujours aujourd'hui cette question de la dérogation des 15% qui aurait dû déjà être abolie. Sachant que dans le neuf, encore une fois, par rapport à l'étude dont je viens de vous parler, il est quand même intéressant de se pencher sur cette question de RT 2012-20% qui offre donc le bonus de constructibilité et qui offre également des aides supplémentaires dans certaines conditions que je vous détaillerai tout à l'heure par rapport aux aides de l'ADEME, du Fonds Chaleur et également prochainement d'ailleurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc en rénovation, bien sûr, on a la question du prix des énergies fossiles. Et là, on a quand même eu des signaux hier par rapport à l'augmentation donc de la contribution climat-énergie qui peuvent laisser penser que ça va aller dans le bon sens par rapport à ça pour la chaleur renouvelable en général, à savoir que le prix donc du CO2 va augmenter. Donc ce fameux bonus de constructibilité dont je vous parlais, donc ça permet quand même d'augmenter, donc ça c'est les collectivités locales qui l'utilisent. C'est intéressant pour les maîtres d'ouvrage parce que en allant 20% au-delà de l'exigence de l'ART, ça permet d'avoir d'avoir une constructibilité plus importante. Et d'autre part, donc le fonds chaleur peut aider les maîtres d'ouvrage. Donc si c'est un bailleur social, c'est quand même jusqu'à 65%. Et ça, il faut qu'on aille au-delà de l'ART. Donc, je vous dirai tout à l'heure ce que ça veut dire en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, par rapport à ça aussi, le cadre européen fait que la réglementation thermique va aller dans le sens d'être beaucoup plus strict au niveau des émissions de CO2. Donc, par rapport à ça, c'est une énergie qu'il faut à nouveau reconsidérer en ce qui concerne les évolutions, l'environnement réglementaire tel qu'il se dessine aujourd'hui.
sachant encore une fois que voilà, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, si on regarde sur 20 ans et par rapport à ce que ça peut apporter comme point de CEP, c'est que ça redevient une énergie qu'il faut reconsidérer. Si on regarde par rapport aux aides, on a pris un exemple ici. Donc, on a pris un bâtiment qui serait RT 2012, tout simplement, avec du gaz collectif, puisque ça suffit, on a dit, d'avoir le bâti optimisé avec une chaudière gaz collective. On atteint le niveau RT 2012. Si on souhaite aller au-delà, eh bien, si on reste avec le gaz collectif seul, le coût de l'enveloppe va être de 34 700 € pour aller sur donc un RT 2012 moins 20% en touchant uniquement à l'isolation. Et par rapport à l'option solaire thermique, on va avoir un système qui va coûter 43 800 €, mais avec une aide du fonds chaleur, en fait, on va atteindre la même performance, on va gagner 8 400 € par rapport à la solution tout gaz. Et pour un bailleur social, ça va jusqu'à un peu plus de 15 000 €. Donc ça, on est sur du R+4. On a pris l'exemple, promotion privée dans le sud et bailleur social dans le centre. Donc ça c'est un nouvel élément. Et donc, ça peut vous permettre de reconsidérer un petit peu cette option en sachant ce que ça peut apporter. C'est-à-dire que globalement, pour une solution moins chère, en plus, on va répondre à des exigences plus performantes en ce qui concerne les émissions de CO2 et le bailleur social, ça peut l'intéresser dans des questions aussi par rapport aux locataires de précarité énergétique et tout ça avec un investissement qui est moindre. En Nouvelle-Aquitaine, donc ça veut dire pour avoir droit à ces aides, donc ce qu'on disait, moins 20% pour le CEP Max et moins 10% pour le Biomax. Donc j'ai eu l'information aussi que la région Nouvelle-Aquitaine allait également octroyer des aides qui allaient pouvoir se cumuler avec ça, évidemment, du moment où on n'atteint pas le plafond dans le cadre européen. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été communiqué lors du dernier webinaire qu'on a fait. Donc ça veut dire quand même, en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose qui va permettre d'obtenir des aides supplémentaires. Et donc finalement, ça veut dire proposer quelque chose de plus performant avec une aide financière plus importante. Donc on résume un bonus de constructibilité, donc ça veut dire jusqu'à 30% de plus au droit à construire. En plus, on va pouvoir arriver à atteindre ce niveau-là de CEP Max moins 20% sans engager aucun travaux d'isolation supplémentaire. Donc pour terminer, je vous rappelle que tout ce dont je vous ai parlé, qui a été mis en place par Socol pour vous accompagner les maîtres d'ouvrage, accompagner la filière, c'est sur le site Socol. À tous les niveaux, à toutes les étapes de la vie de l'ouvrage, on a des outils qui correspondent et qui sont en libre accès. Donc, conception-réalisation, c'est ce qu'on a dit. Il y a aussi des logiciels de pré-programmation avec une première étude de faisabilité technico-économique qui s'appelle Outisol, qui est en ligne sur ce site. Vous avez accès à Solo avec bientôt le nouveau Solo qui sera mis en ligne avec des nouvelles fonctionnalités à partir de l'année prochaine. Les schémas, la schémathèque Socol, les ratios de dimensionnement, les fiches techniques sur l'autovidangeable, sur le vase d'extension, enfin voilà, tout un tas d'outils pour vous accompagner. Les informations sur tout ce qui est formation, qualification. Ensuite, vous avez tout l'accompagnement en ce qui concerne les périodes de justement de mise en service dynamique, le guide pratique. Bientôt, nous aurons aussi des documents juridiques types, c'est-à-dire comment intégrer facilement cette étape de mise en service dynamique aux documents contractuels, des outils sur le suivi, comment choisir le bon niveau de suivi, un catalogue qui indique quelles sont aujourd'hui les offres de suivi sur le marché, à la fois au niveau des prestations de services et au niveau des technologies. Un cahier des charges aussi pour vous aider
Donc parce que dans le cadre de la qualification 2014, le bureau d'études doit proposer une prestation de suivi, même si c'est pas lui qui la réalise. Donc tout ça, c'est en ligne pour vous aider aussi, vous accompagner et vous faire gagner du temps aussi. Voilà, donc tous ces outils en accès libre, vous pouvez aussi vous connecter et demander à être membre SoCol gratuitement. Ça vous permet de recevoir la newsletter et donc d'être destinataire des flash infos. Voilà, donc je vais vous redonner la parole pour vos questions et donc je vais réactiver les micros. Voilà, théoriquement, vous devriez pouvoir parler, donc j'attends vos questions. S'il y en a. Allez-y, hein. Oui, juste une petite remarque, Serge Segui du Bureau d'études of Energy. Ce qui freine beaucoup les gens, alors en collectif, moi je raisonnerais plutôt là sur un petit peu de l'industrie. C'est le coût d'investissement, malgré tout, reste élevé par rapport aux autres technologies. Oui. Alors, aujourd'hui, on a eu une énorme chute du solaire, du coût du solaire photovoltaïque, et malheureusement, le thermique reste cher. En fait, c'est pas le même usage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tel que ça peut être pris en compte effectivement dans les expérimentations, notamment du PEBN, c'est que comme on va mélanger les 5 usages avec finalement globalement la partie justement autre consommation, on va pouvoir avoir une compensation quelque part artificielle avec le photovoltaïque, mais ça répond pas à des besoins de chaleur, quoi. Donc ça, c'est tout le problème de la réglementation telle qu'elle peut être perçue dans l'expérimentation actuelle et malheureusement, on se rend compte que par contre, lorsqu'on regarde la question de manière objective, le kilowattheure restitué, stocké lorsqu'il est utilisé pour de la chaleur directement, eh bien c'est au niveau de la surface installée en thermique, on est beaucoup plus performant qu'en mettant du photovoltaïque, quoi. Donc c'est plus un tour de passe-passe qu'on fait avec le photovoltaïque. On n'est pas sur de l'alimentation en chaleur, quoi. Et c'est là où évidemment nous aussi on regarde ça de très près par rapport à la réglementation actuelle pour que la chaleur, c'est pas uniquement le solaire thermique, c'est la chaleur renouvelable dans son ensemble. Après, le coût d'investissement, évidemment, parce que le photovoltaïque, il y a un tarif de rachat garanti sur 20 ans, donc le financement, le calcul, il est vite fait. Sur le thermique, on est sur de l'aléatoire en quelque sorte, puisque on compare par rapport à un coût d'énergie fossile qu'on ne maîtrise pas. Donc par rapport à ça, du coup, on va pas se projeter sur 20 ans, on va se projeter sur une durée de vie beaucoup plus faible. Et donc le calcul, il est un peu faussé, quoi. Et effectivement, c'est un souci, quoi. C'est un souci par rapport à ça. Donc les solutions, de plus en plus, c'est finalement de passer par des systèmes de revente de kilowattheures où le maître d'ouvrage n'investit pas et où que ce soit un exploitant ou que ce soit une entreprise tierce qui va d'ailleurs se financer grâce justement aux possibilités qui peuvent exister avec le fonds chaleur, etc., pour proposer au maître d'ouvrage du kilowattheure de chaleur stable sur un certain nombre d'années. Et là, c'est une solution de financement qui est plus facile pour le maître d'ouvrage. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas au niveau de la manière dont c'est appréhendé, on n'est pas sur un pied d'égalité. Le solaire thermique n'est pas sur un pied d'égalité finalement. Oui, enfin, c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Par contre, on ne bénéficie pas en thermique de cette chute du prix du capteur que l'on a eu en photovoltaïque. On aurait besoin
une baisse du prix de l'équipement, hein, sans parler de la partie main-d'œuvre, évidemment, c'est la même technologie. Mais les prix, vous l'avez dit, hein, les prix ont peu baissé ces dernières années, alors qu'en photovoltaïque, voilà, donc ça, il y a quand même un effet incitatif pour les gens de cette baisse de Eh oui, prix. parce que il y a le problème du volume. Donc, comme je disais un peu, c'est la poule et l'œuf. Et il y a aussi le fait que nous, les capteurs qu'on utilise en France, ils sont produits en France. Donc, Ah oui. si on compare ça avec une production chinoise de PV, avec des quantités de mètres carrés qui n'ont absolument rien à voir avec le nombre de mètres carrés qu'on fabrique en capteur thermique, malheureusement, on peut pas rivaliser, quoi. Mais après, encore une fois, je pense que aujourd'hui, on a quand même la notion carbone qui va être de plus en plus présente au niveau de la réglementation. Et là, par contre, au niveau thermique, on n'est pas du tout dans les mêmes la même ligue que le photovoltaïque, quoi. Donc, parce que tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Il y a l'impact du transport, etc. Donc, qu'on achète un capteur en France ou qu'on fasse venir un panneau PV de Chine, on n'aura pas le même impact carbone, quoi. Donc ça va quand même changer un petit peu la donne. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure aussi en disant, mais dans le prix du mètre carré du photovoltaïque, on n'a pas le stockage, quoi. Donc dès qu'on sort du cadre de revente finalement sur le réseau, le prix du mètre carré il est plus le même finalement, puisqu'on n'a pas la restitution en kilowattheure de chaleur, quoi, avec le photovoltaïque. Ah non, non, non. Oui, bonjour, Olivier Chaudot, la bureau d'études ITF. Je vous appelais pour un projet là où on a une station de relevage, une micro 7. J'avais une petite question sur les pompes qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Si vous voulez bien me rappeler, merci. Au revoir. Ah, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'avais juste une petite remarque, je sais pas si on m'entend. Oui. Oui, c'est Taher Al-Safar de l'ADEME, Nouvelle-Aquitaine. Par rapport à ce qu'on se disait là justement sur les coûts mètres carrés du solaire qui ont pas baissé, alors effectivement ils ont moins baissé que pour le photovoltaïque, mais comme le disait Edwige, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes de marché. Par contre, ce qui est important, je pense que pour le vendre, en tout cas pour un industriel, c'est pas forcément le coût du mètre carré qui est important, mais c'est vraiment le coût du kilowattheure. Et si on regarde le coût du kilowattheure sorti d'une installation solaire, en prenant en compte bien sûr les aides financières, on est quand même assez compétitif dans la plupart des cas. Et donc c'est pour ça, en général, quand on voit les maîtres d'ouvrage, on leur vend pas du euro par mètre carré, mais plutôt un euro au kilowattheure. Et je pense que pris comme ça, on arrive peut-être plus facilement à sortir des projets, même si en face on a maintenant du fossile qui est vraiment, pas très cher. Enfin, le prix du baril aussi a pas mal chuté. Donc c'est peut-être moins évident et c'est pour ça qu'il faut aller plutôt sur des process où vraiment il y a des gros besoins et où éventuellement on a un équilibre financier qui est plutôt bon. Mais maintenant c'est vrai que les aides financières en cumulé, on arrive quand même voilà, enfin la diapo, on voit bien en fait le coût du kilowattheure montre que bon, c'est pas déconnant par rapport à d'autres solutions Ça, thermiques. c'est hors aide. Hein. Le coût qui est à l'écran, là, de 12,9, c'est hors aide. Hein. C'est-à-dire que après, c'est le fonds chaleur qui nous aide beaucoup dans le cas dans l'industrie, puisque l'aide va jusqu'au stockage, quoi. Ouais. Oui, les dépenses éligibles, ça comprend bien sûr tout ce qui est capteur, jusqu'au stockage, en passant par l'hydraulique. Donc bien sûr, les 13 centimes, on arrive parfois à les diviser par deux avec les aides financières, ce qui fait finalement un coût du kilowattheure qui est tout à fait compétitif. Voilà, non, mais c'est clair que lorsqu'on intègre l'aide du fonds chaleur, même dans l'industrie, sachant que dans le stockage, on peut inclure y compris, je crois bien, l'échangeur d'appoint. Si c'est un ballon avec un échangeur intégré, on arrive à des choses très intéressantes. Mais en intégrant les aides, évidemment, voilà, je sais bien ce que je parlais de l'investissement hors aide, là où on est sur des coûts qui restent élevés. Mais l'aide, évidemment, ça peut faire passer des projets dans l'industrie, en tout cas. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais donc de la contribution climat-énergie.
avec les chiffres qui ont été annoncés hier pour 2018 et ensuite, bon, à beaucoup plus long terme, hein, 2030, mais bon, le prix du CO2, moi, hier, je me suis amusée à faire un petit calcul par rapport au gaz et au fioul. Sur une chaudière, alors en prenant des rendements qui vont de 0,8 à 1, entre 2018 et 2030, on va le fait de mettre du solaire thermique, ça va permettre, rien que pour la contribution climat-énergie, de gagner entre 1 et 3 centimes sur le gaz et entre 1 et 4 centimes sur le fioul. Là aussi, hein, je parle brut, c'est-à-dire par rapport au kilowattheure tel qu'on peut l'avoir ici ou avec les aides. Hein. Donc c'est un nouvel élément qu'il va falloir prendre en compte parce que je veux dire globalement on est ici mettons à 13 centimes, mettons on divise par 2 avec le fonds chaleur, ça fait 6,5. On n'est plus qu'à 5 ou à 4 ou voire moins après selon comment ça va là on va pas pouvoir atteindre ce genre de performance économique avec aucune autre énergie puisque le solaire c'est la seule énergie dont on connaît l'évolution du coût sur l'infini puisque le soleil il est gratuit donc les seuls paramètres c'est le coût de l'installation, le coût de la maintenance quoi. Une fois qu'on connaît ces deux variables, on a le prix, il est lissé. Donc on a aussi une stabilité qu'on a nulle part ailleurs et encore une fois avec le stockage qui est inclus. Et ça, c'est une nouvelle donne avec laquelle il va falloir aussi, dont il va falloir se servir parce qu'un investissement, on le fait pas pour 5 ans, quoi. Je veux dire, on a aujourd'hui, encore une fois, on sait que on va pouvoir sur 30-40 ans utiliser l'installation. Donc voilà, une fois qu'on a le coût d'installation, on fait une simulation sur la maintenance et puis c'est connu là aussi parce qu'on a le recul nécessaire. Quelle autre énergie peut apporter cette stabilité en production de chaleur aujourd'hui? Je pense qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y a qu'à espérer que les coûts du fossile ne redégringolent pas un jour, hein, parce que ça vient perturber la rentabilité de nos installations, quoi. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, quand on regarde, là, on a le recul si on pense aux 3-4 dernières années. Mais si on fait un regard un peu plus global sur les 20 ou 30 dernières années, il y a eu des pics, il y a eu des descentes, ça fait un petit peu en dents de scie, mais globalement la courbe elle monte, hein. Oui, mais les trous, alors justement, si on raisonne sur 35 ans, les creux ont fait que même les pouvoirs, si on parle des années 80, la fin des années 80, il y a eu un moment une chute du prix de l'énergie fossile. Les pouvoirs publics se sont un petit peu désintéressés de ce qui était renouvelable, et on a mis des années à retrouver un niveau intéressant. Oui, mais parce que je pense qu'il n'y avait pas. Dans les années 90, on ne faisait plus rien en renouvelable. Ouais, mais il n'y avait pas de prise en compte du CO2. Je pense que c'est ça qui est aujourd'hui un élément qui est nouveau, c'est que le CO2 va avoir un coût financier, quoi. Et ça, dans les années 80, ça n'existait pas. Je veux dire. Donc, il faut espérer qu'il y aura une continuité là-dedans. Ah là, si on est sur la projection qui a été annoncée hier, à 100 € la tonne de CO2, je veux dire globalement, ça représenterait en 2030 4 centimes du kilowattheure pour le fioul, pour une chaudière à un rendement de 80%, quoi. 4 centimes par kilowattheure, quoi. Oui, mais enfin, si on raisonne, ça semble évident que ça devrait l'être, si on raisonne en termes d'environnement. Est-ce que les bureaux d'études là qui sont aujourd'hui connectés, vous avez remarqué parce que c'est un retour qu'on a souvent eu de dire mais ça vaut plus la peine quand je fais ma simulation là sur les moteurs de calcul RT 2012,
le solaire thermique, il est totalement en bas de ma liste. Et est-ce que vous avez fait des simulations depuis qu'il y a eu la revalorisation en début d'année? Est-ce que vous, par rapport à la modification qui a été faite sur la sonde sur température au delta T qui a été changé dans le moteur de calcul par défaut, est-ce que ça vous avez eu l'occasion de l'utiliser ou pas? Pour Opha Energy, on n'en a pas fait cette année, non. Depuis que ça a été changé. D'accord. On a eu le moteur de calcul a été repris sur. C'est pas de la RT. Personne ne l'a constaté, ça? Apparemment, il n'y a plus que nous qui avons le micro ouvert. Ah, parce que les autres se sont coupés, mais pourtant moi j'ai coupé personne. Ouais, j'ai coupé personne pourtant. Je vais couper pour remettre. Non. 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 Est-ce que quelqu'un a des questions supplémentaires? Est-ce que parce qu'effectivement je vois plus de micro actif, donc Non, pas d'autres problèmes. peut-être un problème technique, je sais pas. Que votre approche était intéressante, le webinaire. Voilà. Même si on en fait beaucoup, ça permet de se remettre un petit peu au jour et surtout parce que suite à la diffusion de l'info sur le webinaire, on a pu aller sur le site, voir que les logiciels ont été mis à jour, voilà, qu'il y a des outils à jour pour faire les simulations. Entre la Schématech et c'est un plus parce que par rapport à ce qu'on a pu voir, même non pas en tant que concepteur, mais pour ce qui me concerne personnellement, installateur, ces schémas simples, c'est un gros plus si on veut à mettre en pratique, oui, par rapport à des usines à gaz. Et par contre, il y a une chose aussi, moi, si je peux faire une remarque. Oui. Pour une installation de 200 mètres carrés, moi j'ai en tête ça, qui faisait donc de l'eau chaude sanitaire et un appoint chauffage sur une école, crèche école. Très bon fonctionnement pour la production, etc. Beaucoup de surchauffe en été, puisque justement, comme on avait un appoint, comme on faisait un appoint chauffage en mi-saison, donc forcément on était très largement surpuissant. Donc des erreurs de conception qui ont amené des problèmes en exploitation. Mais par contre, sur un bâtiment qui était très étendu, cette installation s'est faite fin des années 2000, c'est-à-dire lorsque on a bien intégré les problématiques de légionnelle, donc un bouclage surdimensionné. Et pratiquement la totalité de la production solaire consommée par la boucle, lorsqu'il n'y avait pas eu de précaution de prise, si vous voulez. Oui. La boucle, c'est important, et sur la conception, c'est important aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas ce qui les intéressait, si vous voulez. Alors justement, peut-être que au niveau des subventions, tout n'avait pas été pris en compte correctement, mais sur une installation de ce type, la subvention était là, liée à la surface, à la production prévue, mais on n'avait pas tenu compte du tout du rendement global de l'installation. Et entre autres, avec des boucles sur 150 ou 200 mètres, ça dégradait terriblement le rendement, enfin pas la production solaire, mais l'utilisation des calories solaires produites. Eh bien, vous verrez très prochainement sur le site Sokol, on va mettre en ligne un document justement sur le bouclage qui donne un petit peu des éléments supplémentaires. Donc là aussi, c'est des travaux qu'on mène parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une mauvaise, même de la part du maître d'ouvrage aussi, une mauvaise compréhension. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure, parce que du coup, dès qu'on met en place un suivi, et ce qui n'est pas le cas sur les autres énergies, on va attribuer la faute au solaire, alors qu'en fait, la perte de bouclage est liée, quoi.
Donc c'est quelque chose niveau pédagogique qui est qui est relativement important de mettre en lumière, quoi. Voilà. Donc ouais, tout à fait. Mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai vu et enfin certainement que certains contrôleurs techniques peuvent le remettre en cause parce que vous dites que dans un des documents que j'ai téléchargé ou c'est dans les schémas que la réglementation, je sais plus, c'est 2005-2007, hein, sur la légionnaire, ne s'applique pas au ballon de préchauffage, mais uniquement au deuxième ballon, où on fait le point. Et ça, bon, alors je ne parle pas dans l'hospitalier, hein, mais même même dans l'industrie, c'est difficile à faire passer, hein, parce que les gens veulent absolument qu'on fasse je vais arriver à la mise en température anti-légionnelle, hein, y compris sur le ballon de préchauffage, hein, sur le ballon solaire. Le ballon solaire, oui, non, mais là on parlait de l'eau technique en fait. C'est-à-dire que là c'est le ballon d'eau technique qui n'est pas en contact avec l'eau chaude sanitaire. Non, alors je ne l'ai pas là, hein, enfin dans le document. Je ne sais plus lequel c'est exactement, mais on parle que le ballon de préchauffage, hein, si on a une série de ballons, hein, ce qui est le cas dans un des schémas, n'est pas soumis. Ah oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Oui, le premier ballon en fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on stocke en eau chaude sanitaire, mais ensuite c'est le ballon d'appoint qui fait lui-même la montée. Il fait la montée de température. Ouais. Oui. Mais là, de toute façon, dessus, c'est vrai qu'on a aussi, par rapport à la prochaine schémathèque, de toute façon, nous on remet à jour en permanence, hein, et vous allez voir que le C-Sky va être enlevé de la schémathèque et il va être relégué au rang des schémas utilisés avec précaution parce que on s'est rendu compte, il y avait déjà un gros débat au niveau de Sokol depuis plusieurs années, mais là on a décidé lorsque notamment l'appoint se fait en individuel dans les appartements avec une chaudière gaz, avec une micro-accumulation. En fait, on a aucune garantie contre la légionnelle à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc il y a des précautions à prendre. Ouais, voilà. Donc là, du coup, tant qu'on n'a pas assez de retour sur l'efficacité de telle ou telle précaution, le schéma, on va le mettre en schéma, ce qu'on appelle les schémas non dans la schémathèque, c'est-à-dire attention, quoi. Voilà. Oui, mais après, si on est sur une production terminale, enfin, avec accumulation, est-ce qu'on peut pas rester là-dessus? Parce qu'énergétiquement parlant, c'est quand même intéressant. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai avec d'autres systèmes de récupération d'énergie, hein. On sort du solaire, hein, mais si on fait de la récupération sur sur des pompes à chaleur ou des frigos dans l'industrie, hein, on a exactement la même problématique, hein, parce qu'on utilise de l'eau à 55 degrés, mais on ne sait la préchauffer qu'à 35. Eh oui. Et après, si on passe sur du stockage primaire, on amène des contraintes qui font que le coût d'investissement grimpe, etc. On n'arrive pas forcément à passer avec des choses qui sont renouvelables. D'accord, mais bon, il faudra suivre donc l'évolution de la schémathèque.